C'est un plaisir que d'être parmi vous. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'utilisation du contrôle de flux d'informations pour permettre une approche constructive en matière de la sécurité informatique. Ce sera tout à fait conforme avec le cours précédent. Le problème de sécurité, c'est est-ce qu'un assaillant peut prendre contrôle de mon ordinateur? Ce n'est pas nouveau. C'est toujours un point important, mais les systèmes informatiques que nous utilisons sont dans un système distribué, partageant des informations et des ressources dans le réseau et à travers différentes organisations qui n'ont pas confiance l'une dans l'autre. Donc, les problèmes sécuritaires changent et nous avons déjà des problèmes avec l'ancien système de sécurité. Je vais vous donner un exemple. Imaginons que vous utilisez Amazon pour des achats. Vous vous demanderez quelles sont les garanties de sécurité ou de données confidentielles. J'utiliserai ces deux termes de manière interchangeable d'ailleurs. Voici leur avis. Ils disent beaucoup de choses, ce n'est qu'une petite partie. La grande question, c'est comment savent-ils vraiment que le système qu'ils vous offrent remplissent les obligations qu'ils se posent pour eux-mêmes. Ce sont des obligations juridiques. Comment savez-vous qu'ils gardent votre numéro de carte de crédit confidentiel? Et pour Amazon, c'est encore plus surprenant de constater qu'ils peuvent émettre un tel avis. C'est un système très complexe qui doit protéger la confidentialité et l'intégrité de l'information dans tous les systèmes. Systèmes avec des milliers de machines, certaines contrôlées par Amazon, d'autres votre ordinateur chez vous, d'autres des vendeurs ou des publicitaires tiers. Et le code derrière ces systèmes provient probablement de centaines d'organisations différentes. Comment le savent-ils donc? Et en plus, le système change sans cesse pour rendre les choses encore plus difficiles. En fait, ils ne le savent pas. Il nous faut donc les aider. Et ça, c'est simplement pour les ventes en ligne. Évidemment, les ventes en ligne, c'est important, mais il y a des choses encore plus importantes, comme les applications médicales, les systèmes d'État. Là, il y a différentes agences qui doivent coopérer, mais en même temps, ils ont leurs propres exigences sécuritaires qui ne sont pas tout à fait les mêmes et ne se font pas tout à fait confiance ou ne doivent pas se faire confiance. Les hôpitaux, les médecins, les pharmacies, normalement, coopèrent pour nous aider, pour nous offrir des soins médicaux. Mais ils ont des exigences de confidentialité différentes. Les agences gouvernementales, de même. Comment peut-on s'assurer, avoir une confiance accrue de la sécurité de ces systèmes? Je pense que c'est intéressant de regarder d'autres systèmes d'ingénierie parce que certains ingénieurs ont une meilleure performance. Les ponts n'échouent pas souvent. Il n'y a pas souvent des pannes, tout au moins depuis qu'on a inventé l'arche. Auparavant, je pense que les ponts tombaient souvent, s'effondraient souvent. Mais notre façon d'être sûr qu'un pont va être sûr, ce n'est pas en le faisant sans cesse, mais en le concevant dès le départ pour qu'il reste debout. Et ceux qui construisent des ponts prennent un cahier de charges abstrait concernant le problème à résoudre et le transforment en une conception. Et c'est là où nous sommes faibles dans la sécurité informatique. Quand on lit les journaux, on sait que la sécurité, eh bien, il y a souvent des violations en la matière. Mais on ne pense pas qu'il y aura peut-être des façons de construire une sécurité constructive. Et beaucoup d'énergie dans les études porte sur la sécurité destructive, trouver la façon de détruire ou de passer à travers. Il y a des articles assez amusants à ce sujet, mais il y a l'autre aspect de ce tableau. Donc je pense qu'il faudrait construire des logiciels un peu plus comme des ponts, où la sécurité fait partie intégrante de la conception du système. Et nos exigences en matière de sécurité doivent être captées de manière explicite. Généralement, on ne le fait pas du tout, hein. Mais il faudrait les capter explicitement grâce à des politiques de sécurité déclaratives liées à ou associées au code.
avec un avantage supplémentaire de nous permettre de simplifier la programmation et augmenter le niveau d'abstraction avec lequel on construit des systèmes, comme j'essaierai de vous montrer. Et comme on a ces politiques de manière explicite, le compilateur peut utiliser ces politiques pour déployer automatiquement des mécanismes de sécurité. Quand on construit des systèmes sécuritaires aujourd'hui, il faut choisir parmi une grande variété de mécanismes. Le contrôle d'accès, le partitionnement, réplication, le cryptage et ainsi de suite. Et vous essayez que vous allez avoir de la sécurité, mais un compilateur runtime peut le déployer pour vous selon la politique que vous rédigez. Donc le résultat, ce serait une sécurité par sa propre construction. Voilà une forme de sécurité basée sur le langage, parce que la sécurité est dans le code. C'est-à-dire que les développeurs de logiciels vont écrire le code dans une langue étendue avec des politiques sécuritaires explicites. Il y a le GIF, par exemple, qui est fondé sur le Java, dont je parlerai tout à l'heure. Il y a un composant dans la construction de logiciels qui vérifie le code pour veiller à ce que les politiques de sécurité soient mises en œuvre. Il peut y avoir aussi des transformations faites par le compilateur ou par d'autres parties du système qui intègrent des systèmes de sécurité pour mettre en œuvre la politique de sécurité. Ce ne sera pas le sujet de ma présentation, mais on peut garder ces politiques dans le code cible généré par le compilateur, le vérifier aussi, pour ne pas vérifier que le compilateur fait ce qu'il faut. Ces politiques sont disponibles même lors de l'exécution. On peut donc vérifier que les hypothèses sur l'environnement sont remplies par l'environnement dans lequel c'est exécuté. Et il y a beaucoup plus d'autres formes d'adaptation dynamique selon l'environnement. Mais pour revenir à l'exemple d'Amazon, il faut mettre en œuvre des systèmes sécuritaires au niveau de tous les systèmes. Il y a plusieurs composants qui communiquent, des modules logiciels, des nœuds réseau, des services élargis avec de nombreux nodes, mais il faut développer les composants de ces systèmes de manière séparée et le relier après avoir vérifié qu'ils se sont mis d'accord s'agissant de leurs hypothèses. Mais beaucoup des propriétés des mécanismes de sécurité ne sont pas compositionnelles. On peut vérifier les composants de manière indépendante, mais quand on le relie, on ne sait pas si on a la même propriété qu'à l'origine. Donc, ces politiques ont cet aspect compositionnel. Si on a une interface entre les composants, cette interface nous dit quelque chose sur comment l'information peut être propagée dans le système. Cette interface va émettre des contraintes s'agissant des composants que vous reliez, ce qui vous donne ce raisonnement de type compositionnel. Eh bien, ma présentation sera divisée en trois parties. Premièrement, le langage GIF pour la programmation avec le contrôle de flux d'informations. Et ensuite, je parlerai de Swift et de Fabric basés sur GIF pour vous montrer l'idée d'une sécurité constructive pour construire des systèmes. Eh bien, GIF, c'est très semblable à Java, le plus possible. Mais le programmateur a ajouté des annotations explicites qui précisent les exigences de sécurité. Et ces annotations GIF ne recouvrent pas tout ce qu'il faudrait dire sur un système en matière de sécurité. On souhaiterait que le langage soit expressif et que ce langage soit léger pour que les programmateurs puissent prendre le temps pour les écrire et doivent pouvoir être vérifiés de manière automatique, traçable. Donc, les systèmes sécuritaires vont essayer de trouver le bon endroit dans cet espace. Mais on peut encore faire beaucoup plus, je pense. Donc, à la base du système de sécurité, le GIF, nous avons des principaux et des autorités
ainsi que des labels décentralisés. Un principal, c'est un niveau d'abstraction linguistique très souple. Dans GIF, les principaux représentent différents types d'autorité ou de confiance, tels que les utilisateurs, des groupes, des rôles, et peuvent représenter la confiance pour ce qui est de hôte, un réseau d'autres composants du système. Ils peuvent aussi représenter des privilèges qu'on peut accorder à des utilisateurs ou à d'autres principaux. Le trust, c'est la relation entre les principaux et c'est rédigé comme ceci. Voilà. Donc, si P agit pour Q, cela veut dire que P peut, ou on a confiance que P peut faire tout ce que Q peut. Donc, on peut dire simplement que Q a confiance dans P. Donc, voilà un code qui intègre différentes structures de confiance, y compris des systèmes hiérarchiques, pour avoir un principe de team groupe utilisateur, où Alice et Bob font partie du groupe. On intègre un système de agir pour entre Alice, Bob et les utilisateurs, où je pourrais avoir un rôle qui capte le fait que moi, j'agis comme un instructeur, comme professeur, pour faire la différence entre mes cours et d'autres activités. Donc, le professeur Andrew, en tant que principal, il y a des principes en haut et en bas de cet ordre. Et c'est un treillis parce qu'il peut y avoir des jonctions, des disjonctions pour les principaux. Un code dans GIF peut avoir l'autorité d'un principal, c'est-à-dire ce que fait le principal, on imagine que c'est fait pour le compte du principal, où le principal a exprimé de la confiance dans ce code, ce qui nous donne un mécanisme pour les autorisations dans GIF. Un exemple où on peut appeler F uniquement si on fait appel à un code dans lequel Alice a confiance. Et si on utilise cette autorité, ce code, effectivement, c'est un code dans lequel Alice a confiance, comme on peut le voir dans le marqueur en haut. Au cœur du système, on se trouve des labels, avec des labels décentralisés. Ces labels sont construits à partir de politiques. Des politiques qui ont des propriétaires, qui sont simplement les principaux dont j'ai parlé. Et voici pourquoi les labels sont décentralisés, parce que les politiques, les détenteurs de la politique n'ont pas besoin de se faire confiance. Un label peut avoir plusieurs propriétaires en un sens. U, là, cela veut dire que U, c'est le propriétaire de cette politique et P, c'est le lecteur de l'information. Donc, cela me fait penser à un contrôle d'accès. Mais en fait, il s'agit de contrôle de flux d'informations. Donc, vous faites confiance à P pour apprendre cette information, de manière indirecte peut-être. Donc, ici, Bob fait confiance à Alice pour apprendre, pour lire cette information. Ou on peut écrire une politique d'information avec U, flèche à gauche, P, pour déterminer qui contrôle cette information. P, c'est le rédacteur de cette information. Et un label, c'est un ensemble de ces politiques dont quelqu'un est le propriétaire. Il peut y avoir des politiques de confidentialité ou d'intégrité et on peut les séparer avec des points-virgules. Ces labels décentralisés forment un treillis. Dans ce diamant bleu ici et dans ce treillis, les flux d'informations qui sont sécurisés automatiquement montent dans le treillis dans la direction d'une confidentialité accrue ou d'une baisse de l'intégrité. Cela peut sembler un peu surprenant que l'intégrité baisse dans le treillis, mais si on y réfléchit, c'est normal, parce qu'on ne souhaite pas des informations dans lesquelles on n'a pas confiance, d'aller vers des informations dans lesquelles on a confiance. Donc, les informations dans lesquelles on n'a pas confiance se trouvent en haut, et les informations de confiance se trouvent en bas. Pour construire des applications de manière réaliste, il faut aller au-delà le contrôle de flux d'informations de manière stricte et permettre des flux d'informations qui descendent dans le treillis.
Et la raison pour laquelle ces flux d'informations sont acceptables dépendent de l'application. Il faut penser en termes d'application pour être sûr que tout est bien. Donc cet exemple nous donne le résultat d'une vérification de mot de passe. C'est OK parce que cela ne révèle pas beaucoup d'informations sur le mot de passe. Si vous ne devenez pas correctement. S'il y a flux d'informations qui réduit la confidentialité, c'est la déclassification. Quand il y a une augmentation de l'intégrité, ou si on intègre l'intégrité, là, il s'agit de l'acceptation. Ce sont des applications dangereuses qui peuvent être utilisées pour mettre en péril un système. Donc, dans un système de label décentralisé, cela ne peut être fait que par des codes avec une autorité et une intégrité suffisante pour les politiques qui sont affaiblies. Les politiques ont des propriétaires, donc on peut connaître le niveau de sécurité et d'intégrité requis. Il y a aussi la déclassification robuste qui doit être mise en place si on fait fonctionner ces exigences d'intégrité. Comment est-ce que cela figure dans le programme? Selon les typages, on peut donner un label invariable en l'écrivant comme une partie de sa typologie, avec des labels de confidentialité ou d'intégrité de manière explicite. Lorsque le compilateur analyse le programme et constate qu'il y a des flux d'informations, selon les sémantiques du langage de programmation de niveau L1 au niveau L2. Selon cet ordre de treillis sur le label, il doit vérifier si L1 est inférieur ou égal à L2 dans ce treillis. Par exemple, si nous avons une déclaration que l'on voit en bas, et si on essaye d'allouer de B à A1, c'est sécurisé parce que B n'est pas confidentiel et une politique d'intégrité qui est superflu pour répondre aux besoins de A1. Mais si on alloue de A1 vers B, on va violer la politique d'intégrité de B. Bob ne croit rien pour A1 et la politique de confidentialité pour A1. Très bien. Je vous ai déjà expliqué le fait que ces labels font partie de types. Et on peut exprimer la vérification comme un système de typage. Ce qui est bien, c'est que cela peut être compositionnel automatiquement. Ces deux modules font des vérifications de type indépendamment. En les regroupant, cela va nous donner un programme qui va vérifier les types tant qu'ils sont d'accord sur l'interface et les labels qui figurent dans l'interface quand ils parlent ensemble. On peut aussi montrer qu'un système de typage, comme celui dans GIF, met en place des propriétés de non-interférence. On n'a pas encore prouvé ce type de résultat pour tout le langage GIF, mais pour des langages simplifiés qui expriment les caractéristiques intéressantes de GIF. Mais ce serait assez intéressant de s'attaquer à tous ces langages en même temps. Voilà la fin de ma présentation pour GIF. Et à présent, je vais vous parler d'une façon intéressante d'utiliser cette approche pour des applications de type web qui sont utilisées pour des données importantes. Mais il y a beaucoup de problèmes de sécurité et on n'aide pas beaucoup les programmateurs pour construire les applications parce que si vous écrivez une application web, généralement c'est un code qui est exécuté sur les clients dans un ensemble de langages et d'autres codes qui sont exécutés sur un serveur. Vous devez écrire un code pour les mettre ensemble ensuite. Donc, c'est assez douloureux. Donc, la possibilité de déplacer le code vers le client, c'est très bien pour l'utilisateur, pour l'interface utilisateur, mais c'est très mauvais au niveau sécurité. Swift, c'est un système qui facilite la rédaction d'applications web sécurisées en fournissant un modèle de programmation à haut niveau fondé sur GIF où ils écrivent un seul programme. Et cela va au-delà de GIF parce que le compilateur prend ce programme et le divise en code Java exécuté sur le serveur et le code script Java exécuté sur les clients, et cela de manière sécurisée, en utilisant les politiques sécurisées dont j'ai parlé pour ce faire. Puisqu'il partitionne le code automatiquement, il peut aussi trouver une façon d'optimiser la performance pour réduire le trafic réseau. Un exemple donc d'une application
qu'on pourrait créer facilement avec ce système. Là, il faudrait définir un chiffre entre 1 et 10. Vous avez 3 essais. Voici comment cela pourrait fonctionner avec la version Web 1.0. Tout est sur le serveur, vous devinez. Et, non, désolé, ou dépassement, disons, cela n'utilise pas vos 3 essais. À la fin, vous avez la bonne réponse et vous gagnez $500 ou un peu plus de spam peut-être. Avec JavaScript, on peut mettre cet état au niveau des serveurs. Donc, l'interface utilisateur est plus agréable, mais avec des vulnérabilités au niveau sécurité. Donc, on voit la sécurité du point de vue de l'opérateur serveur et le client est potentiellement malveillant. Donc, un client malveillant pourrait simplement regarder le chiffre secret directement et l'envoyer. Donc, il ne faudrait pas mettre l'état de chiffre secret directement sur le client. Ou ils peuvent mentir sur le résultat de leur devinette. Ils peuvent augmenter le numéro d'essais, 10 essais, ça va marcher. Et voilà, c'est une violation d'intégrité. Ou ils peuvent mentir sur le résultat de la vérification pour dire oui, voilà, j'ai bien deviné, vous pouvez avoir confiance en moi. Donc, il ne faudrait pas déplacer tous les états du client. Donc, il y a des exigences en matière de confidentialité et d'intégrité. Et le mieux, ce serait de mettre le secret, le nombre d'essais, côté serveur. Mais on pourrait aussi mettre le nombre d'essais côté client, ce qui peut nous permettre de vérifier les entrées invalides côté client. Et c'est ce que notre compilateur va faire. Ici, on a un dépassement et on le notifie côté client sans en informer le serveur. On va regarder le code et à quoi il ressemble. Souvent comme des programmes Java ordinaires, pas simplement en utilisant le langage Java, mais aussi des widgets UI, des écouteurs qui sont attachés au bouton de devinette qui active cette fonction Make Guest et le code vérifie que la devinette est dans n'entraîne pas un dépassement, sinon il en informe l'utilisateur. Si c'est correct, on informe l'utilisateur. Si ce n'est pas le cas, on dit à l'utilisateur d'essayer encore une fois. Donc voilà le code de base de l'application. C'est très simple, mais avec un fonctionnement partiellement sur le serveur et partiellement sur le client. Pour coder cette application avec des applications conventionnelles de type web, ce serait beaucoup plus laid. Voilà. Voilà ce que fait le compilateur. Il prend ce code, il trouve quelles parties peuvent fonctionner côté client et côté serveur, en gérant des transferts de contrôle de messages entre le serveur et le client avec la flèche noire. Donc, on a un programme distributif qui se comporte comme le programme d'origine devait se comporter. Je ne vous ai pas montré les labels de sécurité encore. En plus de ce que nous avions dans GIF, Swift a aussi 2 principes, serveur et client, qui sont intégrés. On peut les utiliser pour exprimer des politiques ou d'autres principes, des principaux qui représentent des utilisateurs, par exemple. Mais on va utiliser simplement le serveur et le client. On va prendre les 2 variables, secret et essai. Il y avait la confidentialité. Le secret, c'est confidentiel pour le serveur. Donc, on fixe la politique de confidentialité côté serveur. Mais les essais ne sont pas confidentiels. Ils peuvent donc être de côté serveur client. Pour l'intégrité, nous avons l'intégrité pour les 2 variables. Imaginons que j'ai une variable qui puisse être vue par le client. Il faudrait que si je mettais par exemple display secret, le compilateur va me dire non, ce n'est pas sécurisé. Eh bien, on va ajouter ces annotations au code. Donc voilà, j'ai annoté les variables secret et essai. Le compilateur détecte que le variable correct appris par le client
Ce sont des variables apprises par le client parce que vous recevez le message, vous avez gagné $500, essayez encore. Cela dépend du secret. Donc, c'est un flux d'informations que le compilateur va détecter en sachant donc que le code n'est pas sécurisé, ce qui nous oblige à réfléchir au fait qu'on est en train de donner des informations. Il faudrait ajouter une application déclassifiée. Il se trouve que ce n'est pas suffisant parce que le compilateur note à présent que c'est déclassé et qu'on a créé une sortie d'information. Et cette fuite d'informations dépend d'informations contrôlées par le client. Donc, il y a des informations dans lesquelles on n'a pas confiance, qui a un impact sur l'information qui est donnée, ce qui est en violation du déclassement robuste. Pour dire que cela va bien, on doit écrire une acceptation explicite où on va noter que cette information provenant du client a passé toutes les validations nécessaires pour être sûr qu'on peut le traiter comme étant d'intégrité élevée. Donc, il y a un if qui est attaché à ce endorsement pour valider cette information. Et voilà, c'est tout. Le compilateur a vérifié le code et il a détecté des problèmes de sécurité en nous obligeant à réfléchir à la conception de notre code. Comment est-ce que ces labels nous aident à partitionner le code? Premièrement, on va simplifier les labels dans le code pour donner un partitionnement du code. Il y a beaucoup de types de labels qui pourraient apparaître dans le code, mais peu importe les détails. Simplement les diviser en 4 catégories pour répartir. Enfin, les détails comptent en fait pour mettre en œuvre la sécurité correctement. Mais pour diviser le code, il faut simplement savoir si on peut le mettre côté client ou pas. Donc, il y a 4 catégories. Les catégories dépendent de si on a confiance dans le client pour écrire ou lire l'information. Si c'est le cas, s'il peut écrire des informations, mais pas pour lire l'information, il s'agit d'informations très confidentielles marquées S, seulement serveur. Si on n'a pas confiance en lui pour écrire ou de jouer avec l'information de tous, c'est serveur et intégrité élevée. On peut aussi avoir des informations que le client peut lire, mais sans écrire, que cela doit être stocké côté serveur, mais aussi potentiellement côté client. Par exemple, le variable SC. C'est un exemple. Ou des informations que le client peut lire et affecter, et cela peut se trouver côté serveur, client, ou les deux à la fois. Donc, nous avons 4 possibilités de placement. Et aussi des contraintes architecturales pour certaines choses qui doivent être côté client ou côté serveur. Les appels des widgets UI ou des bases de données. Donc, le compilateur met tous les labels dans cet espace. Dans cet exemple, la vérification de la variable correcte, c'est d'intégrité élevée et qui doit donc se dérouler côté serveur. C'est ce que l'on souhaite. Donc, l'interface utilisateur widget doit être côté client. Pour le placement de certaines contraintes, eh bien, en fait, cela peut se mettre n'importe où. Il y a encore de la souplesse. On peut exploiter cette souplesse pour optimiser la performance. Je n'entrerai pas dans les détails, mais les annotations sont choisies pour minimiser les envois de messages entre le serveur et le client. Et on utilise un algorithme pour cette optimisation. Donc, tout est côté client, serveur ou les deux. Vous remarquerez que l'entrée de la DevNet se passe de côté serveur et client. C'est important parce que cela nous permet de valider l'entrée côté client pour vérifier que la DevNet est une DevNet entrante sans communiquer avec le serveur. On le fait côté client. Ce qui nous montre
une des raisons pour lesquelles il faudrait mettre le code côté client pour commencer. Dernièrement, on convertit ce langage intermédiaire que je viens de vous montrer avec des annotations de placement. On le convertit en code client Java et ensuite, on utilise la boîte à outils Google pour le convertir en code client JavaScript. Et il y a le code serveur Java exécuté directement et avec quelques bibliothèques, on peut lancer des applications web à présent. On utilise ce système pour créer plusieurs applications web de petite taille avec quelques caractéristiques de sécurité. Ici, vous voyez quelques exemples des applications et comment nous sommes mauvais pour mettre en place des interfaces utilisateurs attrayantes. D'ailleurs, les applications les plus complexes et les plus importantes ne figurent pas ici. Le partitionnement de ces applications web peuvent être fait de manière sécuritaire, mais est-ce efficace? Pour l'évaluer, on compare le nombre de messages réseau envoyés par rapport au mieux. Une fois que nous avons réfléchi à comment le mettre en œuvre, si on n'utilisait pas notre système, ou si on devait utiliser Ajax, par exemple. Donc, on regarde une application utilisateur clé dans chaque application et cela marche assez bien. Surtout pour les messages qui proviennent du serveur et qui vont vers le client. Ce sont les messages qui comptent pour réduire la latence au nouveau système. Pour ces messages, on était presque toujours au niveau optimal. Et il y a un cas où il y avait un message supplémentaire, mais pour le message dans l'autre sens, c'était très optimisé. Ce qui est encourageant, c'est que l'application la plus compliquée, une émulation de type Amazon, eh bien, nous n'avons pas eu besoin d'envoyer de messages entre le serveur et le client. Donc, on a tout fait depuis le côté client. Je dois dire qu'il y a eu beaucoup d'intérêt exprimé pour des modèles améliorés, donc pour les programmations et les applications web. Et le Swift ressort parce qu'il y a un cloisonnement automatique entre le client et le serveur et cela met en œuvre la sécurité de manière optimale lorsqu'il le fait et d'autres systèmes ne le font pas. Exemple ici de l'utilisation pour avoir un meilleur modèle de programmation de meilleur niveau, mais les applications distributives sont assez limitées. Alors, qu'en est-il ici des applications générales? Voyons, beaucoup du potentiel vient de l'intégration entre les différentes organisations, de manière à ce que différentes organisations puissent travailler ensemble de manière transparente. Et les applications ne donnent pas toujours cette possibilité. Donc, cette intégration permet de nouvelles choses, de meilleurs services également. Et l'objectif, c'est de décentraliser le système afin de partager l'information correctement. Alors, pourquoi est-ce que le web ne peut pas le faire? Alors, bien sûr, le web, c'est un système de partage d'informations de manière décentralisée. Toutefois, il ne s'agit pas d'une plateforme optimale pour l'intégration de données et de code, et particulièrement lorsque sont en jeu soit des vies, soit de l'argent. Donc pour la médecine, la finance, les applications gouvernementales, il est difficile d'avoir des distributions d'applications basées sur le web. Alors le problème que ne règle pas non plus le web, eh bien, c'est de savoir comment est-ce qu'on peut garantir la sécurisation ainsi que la cohérence des informations. Là, on n'a pas vraiment de garantie à ce niveau-là. Donc la solution à ce problème, c'est la mise en place d'un système et d'un langage que l'on appelle Fabric. Fabric, c'est une tentative de permettre à un étudiant en informatique de programmer sur Internet comme s'il s'agissait d'un seul ordinateur isolé. Donc Fabric, c'est un système décentralisé qui permet de partager de l'information et des calculs de manière sécurisée et ce par le biais de différents codes. Dans Fabric, on va essayer d'augmenter le niveau d'abstraction comme on l'a fait avec GIF et donc toutes les informations intégrées dans le système ont l'air d'un objet. Un objet dans le sens d'un langage de programmation. Donc c'est cohérent avec GIF, ça ressemble à un objet même si c'est localisé sur un node différent. Donc les sources d'informations sur le système distribué auront toujours l'air d'être des objets de modélisation de langage. Donc si par exemple on veut allouer
ou incrémenter une valeur en suivant deux références, eh bien, on a ce code ici à droite, ici, n.left.value plus. Et même si donc l'objet de gauche est sur une node de réseau différente que l'objet de droite, ça fonctionne. Et on se retrouve avec la même valeur. Donc c'est un code qui permet de manipuler des objets de manière transparente, même s'ils sont sur des nodes différents. Alors, comment est-ce que nous pouvons garantir ce modèle de programmation de haut niveau? Parce que bien sûr, il y a eu beaucoup de tentatives pour faire cela dans le passé. Mais ce qui est clé ici, c'est d'avoir une bonne sécurité de l'information en même temps. Et voilà ce qui fait la différence par rapport à ce qui a été fait dans le passé jusqu'à présent. Donc, regardons une application où vous avez donc ce modèle de programmation de haut niveau qui peut nous aider. Il s'agit ici des dossiers médicaux. Il s'agit d'un problème avec plusieurs solutions. Donc, ça peut sauver des milliers de vies par an. Donc, si vous regardez, par exemple, donc, les solutions qui existent, on peut regarder les solutions décentralisées. Donc, pardon. Nous avons Alice, qui est une patiente qui va chez son médecin généraliste et qui attend qu'il ait un dossier avec une bonne sécurité par rapport à ses données privées. Donc, imaginons ici qu'à un moment, elle voit des sourires ici à droite et à gauche et elle décide d'aller voir un autre médecin. Donc le médecin va prendre son dossier médical et puis eh bien, il va le transmettre au psychiatre dont qu'elle a besoin de consulter. Donc bien sûr, les deux médecins vont ajouter des éléments dans le dossier médical d'Alice. Donc voilà, les deux dossiers vont s'agrémenter en même temps. Donc vous allez avoir un seul dossier unique, logique. C'est ça l'idée. Et pour protéger le côté privé des données, eh bien, vous pouvez avoir un stockage à différents endroits donc sur le réseau, selon ce qu'utilise le généraliste et le psychiatre. Toutefois, le dossier va être cohérent. Donc, Fabric, c'est également quelque chose qui a des données de calcul. Par exemple, si elle va chez le pharmacien pour pouvoir avoir ses médicaments, je ne sais pas comment vous faites en France, mais aux États-Unis, on utilise toujours donc des prescriptions papier, que nous utilisons chez le pharmacien. Je ne sais pas si c'est la même chose chez vous, mais bon, c'est la seule manière de garantir que c'est une prescription valide et que, eh bien, il n'y a pas d'interférence avec d'autres médicaments que prend le patient. Donc le pharmacien va pouvoir avoir accès aux deux dossiers, le dossier du psychiatre et du généraliste, pour pouvoir vérifier que la prescription est valide, et il va pouvoir également vérifier le dossier du généraliste de manière à garantir qu'il n'y a pas d'interférence entre les deux traitements. Ensuite, le pharmacien peut donc remplir sa commande, il y a également envoi vers le dossier du psychiatre parce qu'il va voir donc que le patient a effectivement été retiré son ordonnance. Bien sûr, ici, il y a plusieurs problématiques de sécurité. On ne veut pas que le pharmacien puisse avoir un accès arbitraire au dossier médical d'Alice. Donc il y a ici donc un problème de données privées, et le psychiatre ne veut pas non plus que le pharmacien puisse avoir la possibilité de modifier le dossier médical qu'il met à jour pour Alice via l'application de l'ordonnance. Donc il faut travailler à cela. Nous en avons également parlé. Il y a une exigence de cohérence. Étant donné qu'il s'agit ici d'un système distribué, il peut y avoir d'autres médecins qui vont essayer d'avoir accès au dossier médical d'Alice au même moment. Donc l'objectif, c'est de ne pas avoir des versions incohérentes des différentes données dans ce dossier. Je ne vais pas me concentrer sur cet aspect ici aujourd'hui, mais bien sûr, vous imaginez bien qu'il s'agit là d'un sujet qui prend beaucoup de temps et d'énergie. Donc voici un schéma général de ce à quoi ça ressemble en termes de code. Donc Fabric prend en compte les dossiers du psychiatre, du médecin généraliste et de l'ordonnance, et il fait les tests que je viens de décrire. Donc vous voyez que c'est du GIF, mais étendu, avec certaines caractéristiques, avec donc bien sûr les transactions. Ici, vous voyez les différentes annotations. Tous les objets
de ce code fournissent un accès uniforme. Qu'il s'agisse du dossier médical du généraliste ou du psychiatre, eh bien, vous pouvez le faire depuis un ordinateur local. Ça veut dire que les objets qui sont nécessaires eh bien, sont amenés vers la node qui est en cours d'exécution et ce de manière transparente. Et c'est très différent comme système que d'autres systèmes de calcul distribués, comme par exemple Java, où vous avez des allers-retours entre les différentes nodes. Donc en fait, ici, c'est ce que nous appelons l'expédition de données au niveau de fabrique. Il y a également donc, différentes causes lorsque l'on regarde donc l'opération Markfield, donc champ marqué, eh bien on identifie le node vers lequel le dossier va être envoyé, de manière à pouvoir donc appeler la donnée depuis ce node. Et autre chose également ici, c'est que la transaction est réalisée de manière atomique. Donc tout ce travail peut être soit réalisé ou non réalisé. Et donc c'est un grand défi ici parce que il y a des choses qui se passent au niveau de la note du psychiatre. Et donc ça se passe de manière atomiquement également. Donc ça veut dire qu'il faut supporter la transaction distribuée et ce de manière sécurisée. La sécurité est tout à fait cruciale pour Fabric et j'aimerais vous montrer comment est-ce qu'elle apparaît dans la structure de Fabric. Alors, qu'est-ce que ça veut dire pour un programme de Fabric que c'est sécurisé? C'est un système décentralisé sur lequel n'importe qui peut se connecter. Donc, ça veut dire que on doit partir de l'hypothèse que les nodes de Fabric sont contrôlées par quelqu'un. Donc, ça veut dire que vous pouvez exprimer une confiance en quelque chose. Et cette confiance exprimée va pouvoir permettre à certaines actions d'être déroulées ou non par les nodes. Donc l'objectif, c'est de ne pas se retrouver assailli par des choses en lesquelles on n'a pas confiance. Ça, c'est la base du principe de sécurité décentralisée. Donc, les exigences de sécurité vont être écrites directement par les programmeurs de manière de confiance et de sécurité, etc. Et tout ce qui n'est pas de confiance ou au niveau de sécurité, eh bien, ça ne sera pas pris en compte, ce qui va permettre donc de limiter les impacts. Alors, pour pouvoir mettre cela en œuvre, il faut savoir qui sont les utilisateurs, qu'est-ce que l'on définit comme étant de la confiance et le modèle de sécurité que nous avons ici, donc le fait. Par exemple, nous avons un objet comme l'objet qui représente l'ordonnance au sein du système et il limite donc les différents champs de cet objet. Donc vous voyez en fait le niveau d'intégrité et le niveau de sécurité. Par exemple, l'ordonnance, c'est quelque chose qui ne peut être lu que par le pharmacien d'Alice. Donc il y a donc un principe qui est défini ici, le A. Et ensuite, vous avez Pharm. Donc, il s'agit ici de l'autorisation pour le pharmacien à avoir accès à cette ordonnance, et ce sur la base d'une relation de confiance. Donc voilà, il s'agit ici d'un principe abstrait à Pharm. Il y a également un chemin d'intégrité. Donc, il s'agit par exemple ici du fait que seul le psychiatre peut mettre à jour cette ordonnance ou la modifier. Donc, il y a des objets qui sont intégrés dans ce système distribué avec des labels dessus. Et donc, l'objectif, c'est de pouvoir compiler le système de manière à garantir que les politiques ne sont pas violées par les différents flux d'informations qui transitent dans le système. La confiance est exprimée sur la base de principaux. Dans Fabric, les principaux sont en fait des objets. Comme je l'ai dit tout à l'heure, dans Fabric, tout est un objet et même les principaux sont des objets. Donc, ce sont des objets avec une classe spécifique qui s'appelle principaux. Et donc, voilà ce qui se passe au niveau du langage de Fabric en termes de flux d'informations. Donc, la classe principaux a un booléen qui s'appelle délégué 2 ou délégué A. Donc voilà, ça c'est pour les niveaux de confiance d'un principal à un autre principal. Et il y a également la possibilité de modifier la relation. Par exemple, vous pouvez avoir une méthode ajouter délégué A de manière à ajouter un principal P en plus à ce principe. Nous pouvons également mettre une contrainte. Et cette contrainte dit que, par exemple, que si vous voulez ajouter un délégué, il faut déjà avoir le niveau de confiance nécessaire.
Donc voilà comment le système fonctionne de manière donc simultanée. Donc le langage de fabrique combine donc des annotations de politique de flux d'informations, donc des appels ou des accès à distance, et puis donc les transactions atomiques qui sont dites optimistes ici. Le système fabrique est une plateforme décentralisée qui permet de partager donc les informations et les calculs de manière sécurisée et cohérente. Donc ça veut dire que les nodes peuvent librement s'ajouter au système et il n'y a pas de contrôle central de la sécurité. Comment est-ce que nous le faisons? Donc au niveau élevé, l'architecture ressemble à ça. Nous avons 2 nodes, en fait 3, des nodes de travail donc, et de calcul. Et puis il y a des nodes de stockage, donc des nodes qui stockent les choses de manière continue. Ces nodes de stockage sont responsables de la sécurité et de la cohérence et de leur garantie au sein des objets. Et chaque objet spécifie sa propre politique de sécurité. Donc si vous voyez, vous pouvez donc ici voir que il y a des nodes stockées avec un label. Alors les nodes de travail lisent ce qu'il y a dans les nodes stockées, regardent les calculs et ensuite elles les renvoient vers les nodes de stockage. Et donc, il y a toujours des copies qui sont gardées, des objets qui sont lus par les nodes de travail donc pour la sécurité. Donc, ces nodes et ces transactions peuvent être réalisées par des nodes de travail multiples. Et donc, à chaque fois qu'il y a un calcul, il est fait de manière garantie sur des objets qui sont mis à jour. Il y a également une couche de dissémination, de diffusion qui est ici entre ces 2 types de nodes de stockage et de travail. Donc Fabric est un système décentralisé et les nodes peuvent donc s'ajouter à n'importe quel moment. Et la manière dont nous traitons cela, c'est que nous représentons les nodes comme des principaux au sein du système. Et ces principaux sont la mise en œuvre donc de la classe de principal que j'ai décrite tout à l'heure. Donc nous pouvons utiliser cette relation pour pouvoir exprimer le niveau de confiance entre les différentes nodes au sein du système. Donc la racine de la conscience ici, c'est le certificat X509 qui lie des noms d'hôtes aux différents objets de principaux. Sur la base de certificat, nous pouvons donc ajouter des principaux parce qu'une node donc agit pour tous les principaux qui sont stockés au sein d'elle-même, au sein de cette node. Donc, je vais vous montrer maintenant la manière dont nous vérifions les applications de fabrique et nous garantissons qu'elles sont sécurisées. La question, c'est de savoir où est-ce que nous pouvons mettre les données dans le système. Alors, comme je vous l'ai dit, il y a des labels pour tout. Il y a le label L, par exemple, ici. Un objet est alloué à ce label et donc nous devons pouvoir dire où nous allons l'allouer. Par exemple, si nous avons new foo, nous pouvons mettre new foo at n avec une adresse finalement, un adressage. Et il s'agit ici d'une vérification statique. Donc lorsqu'on crée un objet, il est attaché à ce label L. Et vous voyez ici la mise en œuvre à droite. Vous pouvez donc, par exemple, il est dit ici que, il s'agit d'un statut qui permet de lire et de modifier la donnée à la fois. Donc, c'est une contrainte de sécurité que nous pouvons intégrer au système en introduisant un nouveau système d'ordre des labels. Donc, ça, c'est un résultat intéressant. Donc, vous voyez ici donc des flux d'informations sécurisées qui vont vers le haut. Vous avez ici donc en ordonnée un niveau de confiance qui exprime donc le niveau de confiance par rapport à tel ou tel objet et par rapport à sa capacité à mettre en œuvre le niveau de sécurité du label auquel il est attaché. Donc ça permet de travailler sur l'augmentation, l'amélioration à la fois de la confidentialité et de l'intégrité. Autre question qui est soulevée dans Fabric, comment est-ce que l'on peut sécuriser donc les accès, les appels. Alors nous faisons des vérifications d'exécution. L'objectif bien sûr est donc de garantir la sécurité des données privées. Étant donné qu'il y a un appel vers le système, ce fait même peut donc mener à l'accès à des informations confidentielles. C'est ce qu'on appelle un flux implicite. Cela veut dire que l'appelant doit vérifier que la personne qui l'appelle dans le système
a un niveau de confiance suffisant pour apprendre cette information. Donc, il s'agit d'une vérification de confidentialité. Et il doit également vérifier que l'objet appelé peut renvoyer suffisamment d'informations. Il s'agit là d'un niveau de vérification d'intégrité. Ce sont deux vérifications statiques. Alors, en ce qui concerne l'appelé, il y a également des problématiques de sécurité à gérer au niveau de l'appelé. Donc, un appel peut arriver de n'importe où. On ne peut pas prédire d'où il va arriver. Donc, on ne peut pas faire une vérification statique, mais bien sûr uniquement dynamique. Il faut donc vérifier que l'appelant a le niveau de confiance nécessaire pour faire l'appel. Ici, il s'agit ici d'une vérification d'intégrité de l'appelant et au niveau du retour, il faut vérifier si l'appelant a le niveau de confiance nécessaire pour pouvoir voir les résultats de calcul. Donc il s'agit d'une combinaison de vérification d'exécution et en même temps de la sécurisation des flux d'informations au niveau du système et sur tout le réseau, de bout en bout du réseau. Voici donc les mécanismes décrits de Fabric. Alors bien sûr, je ne peux pas tout décrire de ce système, mais vous pouvez bien sûr consulter notre documentation si vous souhaitez avoir plus de détails. Nous avons construit une mise en œuvre prototype de Fabric. Alors bien sûr, ça a représenté beaucoup de travail. Et ici, j'aimerais vous présenter l'un des résultats qui a été un petit peu surprenant. Nous nous sommes intéressés à savoir si ce modèle de haut niveau de programmation allait être lent ou non. Alors bien sûr, il y a des choses qui vont le ralentir parce que chaque objet, potentiellement, est sur une note différente dans un système distribué. Donc à chaque fois que vous allez avoir accès à un champ d'objets, vous pouvez avoir à passer en revue tout le réseau. Et puis, bien sûr, il y a d'autres contraintes également. Donc pour pouvoir évaluer cela, nous avons pris une application Internet, web, et on l'a mis dans Fabric. Et donc, nous avons utilisé un système qui s'appelle CMS, qui est utilisé depuis quelques années chez Cornell, à Cornell depuis 2004 en fait. Et donc, c'est un bon système de comparaison parce que il y a deux études publiées déjà sur ce niveau. Vous voyez ici qu'il y a déjà eu beaucoup d'étudiants qui ont travaillé dessus. Donc, nous avons réalisé la mise en œuvre de Fabric. Et nous avons retiré beaucoup du code qui était basé sur la persistance. Donc le code s'adresse à une base de données. Ce code-là a été retiré. Tout ce qui était SQL, toutes les requêtes SQL sur base de données, on les a retirées. Et on a essayé de travailler directement et uniquement sur des objets Fabric avec des étudiants. Donc nous avons retiré 740 lignes de code assez terrifiant et on a en fait remplacé cela par des objets avec environ 31 lignes. Donc les étudiants ont fait ça avec beaucoup de plaisir. Il y a également un autre système qui s'appelle Hilda qui a permis également cette mise en œuvre. Donc, lorsque nous avons mis en place cette plateforme, alors bien sûr, on a configuré les plateformes de manière très similaire. Ce graphique permet de comparer les niveaux de requête sur ces trois mises en œuvre de ce système. Donc nous avons deux opérations avec beaucoup de lecture et une opération avec beaucoup d'écriture. Dans cette application, on voit bien ici qu'on a une meilleure performance pour Fabric que dans les mises en œuvre traditionnelles. Ça nous a beaucoup surpris. En tout cas, moi, j'ai été surpris. Et la raison à cela, c'est que dans les bases de données en séquence normale, il faut tout le temps s'adresser à la base de données. Et donc, si vous regardez le lecteur CPU, il est toujours en cours, d'exécution. Alors que la mise en œuvre Fabric, étant donné qu'on a deux nodes, et on a le travailleur et la node de stockage, c'est différent. Donc, ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses qui sont faites et qui sont exécutées sur la base de mémoire. Alors, bien sûr, il y a un élément d'engagement, de connexion, mais c'est une seule fois par connexion.
l'intégration permet de faire en sorte que le système en fait comprenne tous les objets, et donc ça veut dire qu'au niveau de la couche des bases de données, on n'a pas besoin de mettre en œuvre la cohérence. Donc là, vous voyez bien que ça nous donne de meilleures performances. Alors bien sûr, on n'est pas les premiers à remarquer que ce serait bien en fait d'avoir des systèmes plus élevés pour pouvoir donc mettre en œuvre des systèmes distribués. Et donc, si largement on compare Fabric à ce qui se passait dans le passé, la différence, c'est que Fabric offre donc une garantie de sécurité beaucoup plus solide et donc un modèle de programmation de meilleur niveau également. Je vous ai parlé des trois réalisations qui sont donc GIF avec donc une politique de flux de langage basée sur le langage et puis Swift qui est une version un peu améliorée avec un cloisonnement du code tout en respectant la sécurité et puis avec une optimisation de la performance. Et puis ensuite, il y a Fabric qui permet de traiter un problème plus général, donc en ce qui concerne donc les systèmes distribués dans un système, au sein d'un système fédéral décentralisé. Alors, est-ce que ça veut dire qu'on a réussi tout? Non, je pense que nous devons aller plus loin. Si nous voulons vraiment être capables de programmer l'Internet de manière sécurisée, eh bien, nous devons améliorer, augmenter le niveau d'abstraction. Donc, cela veut dire que nous devons regarder ce que fait Swift, qui est donc de la cartographie automatique des données, et Fabric pour ses caractéristiques de fédération. C'est quelque chose qui devra être exploré, mais il y a beaucoup de défis à cela et nous devrons les relever. Le traitement donc des codes mobiles, le cloisonnement plus dynamique et plus adaptif, également une meilleure gestion des données, plus efficace et plus sécurisée également. Donc il y a encore beaucoup de choses à faire. J'aimerais conclure ici en disant que pour cette présentation, mon objectif c'était que nous devons approcher le problème de la sécurité de manière plus constructive. Et le choix technique ici est basé sur l'utilisation de politiques de flux d'informations. C'est important, pourquoi? Parce que c'est composite, parce que ce sont des composites et donc cela veut dire que nous devrions pouvoir mettre en place un modèle de programmation plus simple et plus abstrait. Une fois que nous aurons atteint ce niveau d'abstraction, nous allons pouvoir ouvrir la possibilité pour le système et pour le compilateur d'améliorer l'efficacité et de manière optimisée, automatique. J'aimerais ici rendre hommage à toutes les personnes qui ont travaillé pendant toutes ces années à ces systèmes. Merci beaucoup.